Bonjour la semaine de Kim. Mon dernier roman, c'est une enquête dans la jungle de Calais, c'est une enquête dans un camp de réfugiés. En fait, c'est une enquête dans le seul endroit en France où on ne peut pas enquêter. C'est donc deux flics un peu paumés qui vont devoir enquêter sur un meurtrier dans un camp de réfugiés, mais ils n'auront aucun renfort, aucune identité judiciaire. C'est donc deux flics en face de 10 000 suspects, c'est une sorte de western en fait. Question simple. Alors pour quelle raison écrivez-vous? Ça n'a jamais été une question simple. J'écris parce que je suis flic depuis 18 ans, que je connais les procédures, que je connais les criminels, que je connais la justice, que je connais les flics. Et tu sais, le polar, c'est hyper démocratisé. Si t'es psychiatre, t'écris des polars de psychiatres. Si t'es scientifique, t'écris des polars de scientifiques. Si t'es ethnologue, comme Fred Vargas, t'écris des polars d'ethnologues. Moi, je suis flic, donc j'écris les polars les plus brutes, les plus pures. Vraiment, c'est des polars qui sentent le bitume, c'est exactement comme ça qu'on enquête, c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on se plante. Vous êtes sûr et certain, quand vous lisez un de mes polars, que 90% de ce que vous allez lire, c'est des histoires vraies. Donc les victimes, elles ont vraiment subi ça, les auteurs, ils ont vraiment commis ça. Résultat, quand tu sais ça, ça rajoute un petit peu d'épices à la lecture que de te dire que les choses que tu lis, ce sont des choses qui sont vraiment passées. Donc voilà, ça donne une lecture un peu plus vivante. Ah, ça s'appelle le page turner. En fait, quand j'étais flic, mon moteur c'était la victime. Et maintenant je suis auteur et mon moteur c'est le lecteur. Je veux que le lecteur ne s'ennuie jamais. Moi j'ai été un lecteur qui s'est ennuyé souvent. Et donc mes bouquins vont très très vite et je fais en sorte de suivre une sorte de tableau d'émotions. Donc quand il se passe un moment calme, derrière je sais qu'il faut faire un moment d'action. Et je fais toujours attention à ce que le lecteur soit toujours brinque-ballé à gauche, à droite et ne sache pas vraiment là où il va. Tout en mettant beaucoup d'action et surtout beaucoup d'humanité autour de mes personnages. L'empathie autour des personnages, c'est ce que j'aime le plus, parce que plus on connaît le personnage, et plus c'est difficile de le voir se prendre une balle dans la jambe ou de le voir se prendre une gifle par exemple. Oui, ce que je fais, c'est que chez moi j'ai un mur entier où j'ai tous les post-it et je sais exactement ce qui se passe chapitre après chapitre. Tu sais, quand tu rentres dans la maison d'un serial killer, tu vois des photos, des flèches, des traits, des points d'interrogation. Moi, c'est exactement la même chose. J'ai un appartement de serial killer. Je sais exactement tout ce que je vais faire parce que je veux que le final soit un vrai feu d'artifice. Quand tu commences un bouquin, le plus important, c'est de savoir si ça va être pas une sorte de tout ça pour ça. Tu lis 500 pages et à la fin, tu fais « Ah, c'est ça à la fin !» Voilà, donc je fais en sorte que ma fin soit explosive et que la fin, ce soit le moment le plus palpitant du roman. Donc voilà, je fais très très attention au lecteur, je fais très attention à ce qu'il s'ennuie jamais. Ah, alors c'est déjà le cas. Mon dernier roman va être adapté au cinéma l'année prochaine. Donc Entre deux mondes va être sur un grand écran. Et comme le réalisateur c'est Gilles Paquet-Brenner, je peux pas te dire autre chose que j'aurais voulu que Gilles Paquet-Brenner le réalise. Parce que s'il écoute cette interview et qu'il entend que je dis Spielberg par exemple, il va faire la gueule, il va me téléphoner, il va me dire c'est quoi ce bordel. Donc voilà, j'aurais vraiment, je suis ravi que ce soit Gilles Paquet-Brenner. C'est celui qui a fait Elle s'appelait Sarah. Elle s'appelait Sarah, c'est un bouquin de Tatiana Doronet. Et donc voilà, moi, je suis vraiment très fier que ce soit lui qui s'en occupe. Je l'ai dans mes contacts aussi. Il a fait le dernier Agatha Christie. Il a fait La Maison Biscornue, le dernier Agatha Christie. Il a fait aussi un film avec qui s'appelle ah mince, tu vas de Gillian Flynn aussi avec Charlize Theron. Avec Charlize Theron. Ouais. Et je sais plus comment il s'appelle ce film. Je me souviens plus aussi. Mais il est très bien. Peut-être Les Heures Sombres. Non, pas du tout. Dark Places. Voilà, Dark Places. Voilà, avec Charlize Theron. Donc voilà, c'est quand même un réalisateur qui a déjà fait pas mal de trucs et des très bons films, donc je suis vraiment ravi que ce soit lui. Alors j'écoute jamais de musique pendant l'écriture de mes romans. Pourquoi? Déjà je peux pas vivre sans musique. Mais quand j'écris, j'écoute pas de musique parce que la musique, la personne qui l'a créée, elle a déjà mis des émotions à l'intérieur. Et les émotions qu'il y a dans cette musique-là vont parasiter moi mes propres émotions. Donc voilà, moi je fais vachement attention à ce que mes curseurs d'émotions soient justes. Et si j'écoute de la musique, par exemple, au hasard Metallica, au hasard, toutes mes scènes calmes vont être des scènes qui en fait vont avoir beaucoup de vitamines, alors que c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc en fait j'écoute jamais de musique parce que les émotions qu'il y a dedans vont parasiter mes propres émotions, celles que je veux faire passer dans le roman. Et sinon pour écrire, moi c'est beaucoup de silence, beaucoup de café, avant beaucoup de cigarettes, maintenant beaucoup de cigarettes électroniques.
autant mes histoires sont vraies, autant les personnages qui sont à l'intérieur sont des personnages que j'ai rencontrés. Et une anecdote assez sympa, il y a dans mes personnages quelqu'un que mon policier, le capitaine Coste, déteste absolument. Ça passe, vraiment le courant passe très très mal avec elle. C'est sa chef, c'est une autre chef de groupe à la crime. Et en fait ça a été une de mes chefs de groupe moi aussi. Et donc comme je l'aimais pas, j'ai décidé d'en faire un personnage, j'ai décidé que tout le monde la déteste. Et donc je suis vraiment ravi qu'elle soit furieuse d'être dans mes romans. Il y en a beaucoup. Hein. J'aurais aimé écrire Les Racines du Mal de Dantec. J'aurais aimé écrire L'Attrape-Cœur de Salinger, carrément. J'aurais aimé écrire L'Histoire sans fin de Michael Ende. J'aurais aimé écrire Sous les vents de Neptune de Fred Vargas. J'aurais aimé écrire... Non, bon, on va arrêter. J'aurais aimé écrire tellement de bouquins. Le parfum de Patrick Suskind, j'aurais adoré écrire ce bouquin. Alors je peux pas répondre à cette question parce que quelle que soit ma réponse, je me mets à dos à peu près 2 ou 3 millions de personnes. Voilà. Donc voilà, on va faire 2 réponses. Je pense que l'écriture inclusive c'est très très bien et je pense que l'écriture inclusive c'est de la merde. Voilà. Maintenant tu mets celle que tu veux, tu géreras. Ah, non mais ça fait un peu boutique. Bah, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'écriture, qui est quelque chose de si passionnel, qui est quelque chose qui demande tellement de tripes, de cœur, pourquoi en France il n'y a que 2% des gens qui écrivent qui réussissent à vivre de leur écriture? Pourquoi tous les écrivains ont un boulot à côté, comme si l'écriture c'était quelque chose, une sorte de hobby pas important, comme si l'écriture c'était quelque chose de parallèle, comme si l'écriture c'était quelque chose de tellement pas important qu'on pourrait pas en vivre. Et je trouve ça assez fâcheux. Par exemple, en Allemagne, les auteurs sont payés 2-3 fois plus que les auteurs français. Donc, comprendre que l'écriture, c'est une sorte uniquement de passe-temps, c'est assez vexant pour les gens qui mettent tout leur cœur à l'intérieur. J'en ai des caisses. Ken Follett, Dantec, Vargas, John Irving. Je crois que je vais dire John Irving. J'ai pas de chevet. Et puis il se remplace au fur et à mesure, mais non, si, quand même, Sapiens. Sapiens, c'est un énorme bouquin de 800 pages qui prend l'homme de ses origines jusqu'à maintenant. Et c'est un livre vraiment passionnant. Sapiens, c'est vraiment un livre à découvrir. Bien sûr. J'arrive pas à écrire un truc que j'ai pas vécu. Donc résultat, quand j'écris Sur tension qui se passe dans les prisons, je rencontre des prisonniers, des directeurs de prison, des surveillants de prison. Quand j'écris Entre deux mondes, une enquête dans la jungle de Calais, je suis allé vivre pendant 3 semaines dans la jungle de Calais. Donc résultat, j'ai vraiment besoin de sentir les choses pour pouvoir les décrire. Il faut que je connaisse les goûts, les odeurs, les textures, sinon j'ai l'impression de passer à côté de mon sujet. Alors, je peux pas répondre à ta question parce que sinon je me mets 1 million de personnes à dos. Il n'y a pas de sous-littérature. Il y a des littératures qui sont plus exigeantes, d'autres qui sont plus faciles d'accès. C'est les seules distinctions que je pourrais faire. Longtemps, on a dit que le roman policier était une sous-littérature. Donc moi, j'ai pas commencé à parler de sous-littérature, c'est impossible. Et même, je vais encore plus loin. Je trouve que la littérature, c'est un peu comme le jazz ou le vin. Tu peux pas refiler à des enfants de 12 ans ou 13 ans comme on le fait actuellement, du Balzac, du Zola, ils sont pas prêts. Donc leur faire lire du Stephen King, du Roald Dahl, du Harry Potter, c'est pas grave. L'important c'est qu'ils apprennent à lire, c'est qu'ils aiment lire. Et une fois qu'ils se sont habitués à la lecture, alors on peut passer au stade supérieur. C'est comme si tu disais à un gamin, je vais te faire écouter de la musique, je vais te faire écouter du free jazz, avec des trucs hyper compliqués où on comprend pas les gammes, on comprend pas la musique. Je vais te faire découvrir le vin, non ça marche pas, il y a vraiment un apprentissage de la lecture. Et l'apprentissage de la lecture, il se fait pas directement par Zola, Balzac, Montesquieu, Verlaine. L'apprentissage de la lecture, il se fait d'abord par des choses plus simples. Et refiler le Père Goriot à un gamin de 13 ans, c'est être sûr et certain qu'il va pas lire pendant les 10 prochaines années. Voilà, il faut lui donner le goût de la lecture et quand il a le goût de la lecture, après, tu peux monter les étages et tu peux aller vers de la littérature plus exigeante. Pas meilleure, plus exigeante. Hey. Ouais. Mais je peux pas le dire. Tous les auteurs la connaissent, mais on peut pas le dire parce que c'est son fonds de commerce d'être inconnu. Est-ce que c'est vous? J'aimerais parce qu'il a des bouquins qui sont complètement délirants. Tellement délirants
qui me tarde vraiment de les voir à l'écran, de voir la personne qui aura le courage, les cojones, de prendre tout cet univers complètement déglingué et d'en faire un film. Très simple, plus tu lis, plus tu apprends à débattre. Se battre avec les poings, débattre avec les mots. Plus tu lis et moins tu as recours à la violence. Plus tu lis et plus tu sais et plus tu peux intégrer toutes les conversations. Plus tu lis et moins tu es ostracisé dans les conversations. Moi je pense qu'on a recours à la violence quand on ne sait plus quoi dire. On a recours aux insultes quand on ne sait plus quoi dire. Et si on ne sait plus quoi dire, c'est qu'on n'a pas les mots. Voilà. Et avoir les mots, c'est déjà avoir un sacré gilet pare-balles. Avoir les mots, c'est pouvoir argumenter, débattre, c'est pouvoir s'imposer dans une conversation, c'est capital. Olivier Norek, À 10h du matin quoi. ministre de la Culture. À 10h du matin après une fête. Est-ce que tu peux répéter la question? Comment permettre à tous l'accès à la culture à travers le monde? Le problème, c'est que la culture, elle est accessible dans un pays en paix. Quand dans la journée, quand tu te réveilles, ta mission principale, c'est de ne pas mourir, de trouver à manger et d'essayer de protéger ta famille. Le musée du Louvre, Stephen King et Olivier Norek, on n'en a rien à foutre. Tu peux pas parler d'un accès à la culture mondiale tant que tu n'as pas déjà offert une certaine stabilité mondiale. Dans un camp de réfugiés, tu lis pas, tu essaies juste de manger et de pas mourir. Dans un pays en guerre, tu lis pas, tu essaies juste de pas crever. Donc recommençons la question, comment on apporte un accès à la culture dans un pays qui permet d'avoir le temps de s'intéresser à la culture? C'est tout simplement en arrêtant de mettre les trois quarts de notre argent dans l'armée, les trois quarts de notre argent dans les industries, et d'en mettre un peu plus dans la littérature. Il faut voir que les salons littéraires sont obligés de se battre toute l'année pour avoir 1000 balles ou 2000 balles pour pouvoir faire leur salon littéraire. Les salons littéraires, ça n'est composé que de bénévoles. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Celui qui écrit, il écrit en passe-temps parce qu'en fait on ne gagne pas d'argent en écrivant. Et celui qui veut faire des rendez-vous culturels, en fait il le fait de manière bénévole, comme si la culture c'était pas important. Alors que la culture, c'est exactement notre visage, c'est ce qu'on représente, c'est ce qui dépeint un pays, c'est ce qui dépeint... voilà, c'est capital et pourtant ça devient la 5e roue d'une bagnole déjà qui a les 4 roues crevées quoi. Non, très honnêtement, absolument pas. Donc on va pas faire celle-là parce que j'aurais tellement voulu dire oui, une fois j'étais à tel endroit et grâce à j'étais sur un bateau et grâce à Montesquieu. Non, mais je l'ai pas celle-là. Désolé. Vous avez ici un auteur qui est très très drôle qui s'appelle Plamondon. Il est canadien, il est adorable et j'aimerais bien écouter ses histoires. Mais sinon, vraiment, celle que je voudrais en connaître un peu plus d'elle, c'est Fred Vargas. Elle est très secrète, on la voit jamais. Aujourd'hui, elle est peut-être là, donc moi je suis excité comme un gamin à Noël. Mais j'aimerais bien, oui, en savoir plus sur Fred Vargas. Ouais. Mais merci à vous, c'était un très bon moment. Merci beaucoup. Merci.